Comme lors de l'épisode précédent, et ce n'est pas un hasard, je vous emmène encore une fois à la découverte d'une des 3 ou 4 personnalités fortes qui m'ont tendu la main et accompagné professionnellement, et bien plus encore. Un exemple de droiture, d'ouverture aux autres, et un sourire d'une profondeur et d'une sincérité rares. Observateur fin des signaux faibles et entrepreneur aux valeurs fortes, je vous présente Philippe Ramon, dirigeant des sociétés Arpège Industries et Ecolea Technologies. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Philippe Ramon, bonjour. Bonjour Julien. Donc je suis Philippe Ramon, gérant de la société Arpège Industries et de la société Ecolea Technologies. Très bien. Qu'est-ce que proposent les deux entreprises? Alors Arpège Industries d'abord, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, donc Arpège Industries, c'est une société qui évolue dans le domaine de la prestation achat. Donc notre métier, ça tourne autour de l'achat industriel principalement. Donc on évolue autour de 2 domaines d'activité stratégiques. La première, c'est l'achat pour compte, c'est-à-dire qu'on achète pour le compte des entreprises des produits industriels, et également on achète tout ce qui est hors production, donc tout ce qui est service à l'entreprise, mais aussi tout ce qui est achats qui nécessitent à la fonction de l'entreprise. Ça peut être des achats généraux comme des ordinateurs, des téléphones et des séminaires, vraiment tout ce qu'une entreprise a besoin au quotidien. Voilà, et puis notre deuxième domaine d'activité stratégique sur l'entreprise, ça va être la prestation intellectuelle. Donc là, on accompagne l'entreprise dans le marketing achat, mais également dans le sourcing, recherche de produits, recherche de fournisseurs en France, en Europe ou dans le monde. Et on intervient également sur de la gestion de consultation pour le compte des clients. Donc on qualifie des offres que l'on remet à nos clients qui passent après les commandes. Ok, pour continuer sur Arpège Industries, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui? Donc aujourd'hui on est 10 collaborateurs. Autant que chez Arpège Industries, avec un chiffre d'affaires avoisinant les 7 millions d'euros. Passons maintenant à Ecolea. Oui, donc Ecolea Technologies, c'est une entreprise qui n'a rien à voir avec la première, puisque là on évolue dans le domaine de la machine. On est constructeur et intégrateur de presses à huile. Donc notre métier, c'est de produire des presses qui vont servir à presser des graines oléagineuses. Donc on parle de colza, on parle de tournesol, de chanvre, de caméline, de lin, et pour en sortir en fait de l'huile. Donc on va produire de l'huile en premier pressage à froid avec ces machines-là, et on va faire une valorisation également du résidu qui est le tourteau. Donc pour valoriser ce tourteau de façon qu'il y ait 0 déchet dans la machine, enfin l'issue de la machine. On évolue également sur une offre complète en proposant une huilerie clé en main. Donc ça veut dire qu'on va de l'alimentation de la machine en graines jusqu'à la mise en bouteille et étiquetage de la bouteille. C'est une activité qui fonctionne? C'est une activité qui fonctionne bien, qui a fonctionné énormément en 2022, puisque on connaît ce qui s'est passé au niveau de l'huile, notamment de tournesol. Donc il y a eu de très fortes demandes en 2022 sur cet effet tournesol. Et c'est une activité globalement qui tourne bien avec des machines qui sont quand même multiproduits. Et qui peuvent également être exportés assez facilement. Donc on a aussi beaucoup d'imports sur ces machines, et d'export plutôt. Ok. Est-ce que vous avez des actualités brûlantes à nous partager? Activité brûlante, oui, dans les 2 entreprises, même très brûlante, notamment donc pour Arpège, un déménagement de la structure d'ici donc fin mai. L'objectif fin mai, c'est que Arpège change de locaux pour aller un peu plus loin, mais dans un bâtiment beaucoup plus industriel. Et ce qui va nécessiter également probablement l'organisation du travail à revoir également, puisque c'est dans le projet aussi comment travailler différemment. Et c'est au cœur aussi des réflexions, c'est comment à la fois pour répondre aux nouveaux projets et à la fois pour créer du sens à notre travail, de réfléchir à tout ça. Pour Ecolea, bien sûr, c'est aussi le déménagement, puisque Ecolea suit également les nouveaux locaux, ce qui va entraîner également la construction d'une huilerie. Donc on va créer en fait une huilerie dans les locaux
une huilerie vitrine, mais qui va être une huilerie quand même de production grandeur nature. Donc c'est une huilerie qui va nous permettre à la fois de montrer à nos clients quel environnement est nécessaire pour créer leur projet, également tester le projet et également produire pour nous en situation parfaite pour produire de l'huile de bonne qualité. À cette huilerie s'associe un magasin d'usine et avec lequel on va pouvoir proposer nos produits au grand public. Avant de vous découvrir un peu plus, vous personnellement, Philippe Ramon, est-ce qu'on peut en quelques dates en savoir un peu plus sur la genèse du projet Arpège? Alors sans parler de votre vie d'avant, mais comment est né le projet Arpège Industrie? Comment il s'est développé? Comment vous avez fait? Et puis après, comment est né ce deuxième projet Ecolea Technologies? Oui. Alors le projet Arpège est né très tôt en fait, puisque dès mon entrée en fait dans le monde dans le monde du travail, j'avais envie en fait d'être à mon compte. Je crois que il y avait déjà cette envie sans aucun projet, mais une envie en fait de prendre ma vie en main. Et je crois que par mon caractère relativement recherche d'indépendance, je vais souhaiter en fait dès le départ de réfléchir à des projets où je pouvais en fait porter ma vie. Et est arrivé un moment où je me suis remis en cause au niveau études, j'ai repris mes études pour acquérir en fait un diplôme d'achat. Et après, je me sentais la maturité. Donc j'avais 39 ans, bien que j'avais un travail qui me passionnait, avec une entreprise passionnante également et très respectueuse. J'ai quand même fait le choix de passer le cap et de me dire c'est vraiment le moment, je me sens mûr pour le faire et c'est le moment ou jamais. C'était l'époque où on parlait d'achat global, où on demandait aux fournisseurs en fait de plus produire une pièce, mais de produire on va dire un achat, une fonction, et on sentait en face que les difficultés de certains fournisseurs pour arriver à produire une fonction, c'est-à-dire acheter des pièces qu'ils n'avaient pas l'habitude d'acheter et produire aussi ce qu'ils avaient l'habitude de produire et associer les deux. Et du coup, je me suis aperçu qu'en fait, les entreprises structurées, avec un service achat structuré, avec des entreprises de plus grande taille, il y avait une maturité achat un peu plus importante. Et donc, ces entreprises-là m'ont plus vite suivi sur ce projet de développement de la prestation d'achat autour de leurs produits. Vos clients vont être peut-être plutôt des grosses entreprises, mais finalement au niveau du sourcing, c'est peut-être là où vous avez un rôle à jouer auprès des petites entreprises. C'est ça. En fait, on est le liant entre parfois une demande client et une offre fournisseur. Donc on est là un peu une plateforme de communication entre une émission d'un besoin et la recherche de la personne qui est capable de répondre à ce besoin et la possibilité également de générer éventuellement une conduite de changement pour que les deux puissent se parler le même langage. En fait, parce que parfois on a un décalage entre un besoin et une offre sur le marché. Et notre rôle, c'est un peu d'essayer d'aligner les deux. Ouais, traducteur-interprète. On est traducteur-interprète parfois entre la demande et l'offre, et parfois des correcteurs sur certains sujets. La première année, en fait, dans une entreprise structurée, tout tombe, toutes les informations arrivent. Un peu tout cuit, ça arrive, on nous dit même que l'heure va changer l'hiver, et on arrive et on se retrouve seul devant son bureau. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une personne aussi assez indépendante, et je pensais pas que en fait l'isolement était autant difficile. Et donc de se sentir seul dans son bureau, puisque j'ai commencé à travailler de chez moi. Ça a été vite été compliqué parce que un an tout seul, c'est long. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un bureau ailleurs que chez moi pour certainement sortir de l'isolement et très rapidement embaucher une demi-personne. Et c'est à partir de là que en fait les choses se sont un peu libérées un peu. Ça m'a libéré un peu du temps, ce qui m'a permis de faire un peu plus de commercial.
Et puis très rapidement, le mi-temps est devenu un temps plein, et après, ça a créé des nouvelles embauches à peu près en moyenne 2 par an, et donc ça a été après assez rapide derrière. Ouais. Finalement, c'était peut-être ça qui était compliqué pour vous, c'est de partir du monde des achats et finalement vous retrouver à la tête de cette entreprise où finalement il faut aussi être commercial, ce qui n'était pas le cas peut-être dans votre premier métier. Donc là, il fallait tout faire. Il fallait tout faire, c'est un changement de métier radical entre gérer une entreprise, effectivement faire des achats, mais surtout développer commercialement, en faisant à la fois son métier. C'est difficile de trouver du temps et puis la méthode. Donc ça nécessitait d'accompagnement. Donc très rapidement, je me suis mis dans des réseaux clairement, puisque c'est ce qui c'était nécessaire en fait de trouver des soutiens. Donc bien sûr il y avait mon client qui était en soutien, mais très vite je me suis associé à des réseaux, comme le club des entreprises de Londres, la CCI, etc. Et après, je crois que quand on a un projet aussi à lequel on croit, on est un bon ambassadeur de son projet. Donc commercialement, c'est un peu plus facile, mais bon, on se retrouve quand même relativement seul, mais c'est intéressant. Ça nous oblige à plus forcément être dans mon métier d'acheteur, mais passer d'un métier de manager. Et là aussi, c'est un challenge important à prendre, puisque là, c'est relativement facile de passer une commande, mais c'est beaucoup plus compliqué de manager une personne avec les valeurs qu'on porte en fait, puisque moi ce que je souhaitais, c'est de construire une entreprise à mon image et pas forcément de copier l'image d'autres. C'était vraiment l'idée, c'est de dire comment de créer l'entreprise comme moi je voulais qu'elle soit créée en fait, avec des valeurs, des personnes et de l'humanisation à l'intérieur de l'entreprise, et qu'en fait notre société soit à la fois reconnue par notre performance, mais aussi par nos qualités humaines. Ouais. Vous étiez un peu précurseur de la RSE, en tout cas dans votre tête. Dans ma tête, oui. La RSE pour moi n'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet très important, puisque on vend du service. Donc quand on vend du service, le produit c'est nous. Et donc, si on n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas raison d'être là, quoi. Et en 20 ans, est-ce que le tissu concurrentiel a évolué aussi ? Oui, il y a des nouveaux entrants sur la prestation. Il y a de nouveaux entrants, donc on est challengé, on prend des parts de marché à des gens qui étaient en place, on en perd sans doute. Ceci dit, on n'est pas trop embêté globalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet Ecolea ? Comment c'est né dans votre tête ? Donc Ecolea est arrivé par une opportunité qui est arrivée chez Arpège. Tout simplement, on a eu un de nos fournisseurs qui est d'Arpège qui nous a demandé si on était capable de lui réaliser une petite machine. Alors dans le contexte, c'est une période où je faisais beaucoup de travail avec des écoles, notamment on était tuteur de groupe de l'école des mines de Saint-Étienne. On est en quelle année là à peu près ? On est en 2010 à peu près. D'accord. À peu près 2010. Et on était tuteur en fait de groupes d'étudiants. Et donc ça savait un petit peu qu'on essayait de faire des choses dans le domaine industriel. Moi j'aimais bien en fait, j'ai toujours aimé en fait essayer d'emmener des gens, donc je le fais par le sport, et j'aime bien aussi dans le travail essayer de faire profiter des choses que je connais. Et du coup on animait ces groupes d'étudiants, et un de nos fournisseurs justement qui en avait eu connaissance nous a demandé si ça nous intéressait de créer une presse. C'était l'époque également où le colza était utilisé en biocarburant, parce que ça se faisait bien à l'époque. Et il nous a demandé de créer une presse pour faire du biocarburant, pour alimenter le tracteur de son frère. Et on a répondu oui, on a dit pourquoi pas. Donc on a créé au culot, ouais. On s'est dit je sais pas où on va, mais ça fait rien, on y va. Et ça nous a amusé en fait, et
Et on a créé une presse. Bon, c'était pas super performant, mais ça marchait quand même bien. Ça marchait bien, c'était fonctionnel, on va dire. Et cette presse-là, on l'a un peu améliorée. Donc, ça marchait pas si mal finalement. J'ai eu l'opportunité également d'un ami qui me dit, si tu veux, je te fais un site internet pour ta presse. Et donc, il m'a fait un site internet, et comme il était très pointu sur la technologie d'internet, on est sorti premier en fait dans les recherches dans les moteurs Google. Et donc, on commençait à avoir des appels, beaucoup d'appels, des ONG, de plein de projets différents, d'agriculteurs passionnés. Et chaque coup de fil, c'est 1 heure. Vous êtes en train de nous dire que s'il n'y avait pas eu ce site internet, le projet, il s'arrêtait là, quoi. Oui. Ouais. Okay. Sans le site internet, le projet s'arrêtait là parce qu'on n'avait pas de clients en fait. Donc on a créé Ecolea Technologies. En quelle année ? En 2015. D'accord. Créé Ecolea Technologies, et à partir de là, même principe. Comment créer un noyau de compétences pour créer une machine qui fonctionne bien. Donc noyau de compétences, on a fait intervenir la PAV, on a fait intervenir Jacques Bois en design, on a fait intervenir donc la Cité du Design, la CTI en recherche de matériaux pour faire de l'éco-conception. Donc on a fait on a des électriciens, des mécaniciens, on a fait intervenir, on a créé un groupe de compétences, et on est arrivé à faire une machine, on va dire, très innovante parce que au niveau usage très en adéquation, même en avance sur ce que font nos concurrents, ce que font les concurrents, et au niveau fonctionnel, très compact et surtout multi-produits. C'est-à-dire qu'avec la même machine, on peut presser n'importe quel produit. Et le développement de la société alors ? Développement de société, donc aujourd'hui on est 5 personnes au sein d'Ecolea. Donc pareil, les projets en cours, puisqu'on est en train de créer une nouvelle machine beaucoup plus performante, plus grosse, pour atteindre, pour aller sur d'autres marchés. On travaille sur ces projets-là, donc une plus grosse machine qui va sortir avant l'été, qui est prête, qui est en mode essai là pour l'instant. Et également cette huilerie qu'on va créer. On va essayer maintenant de découvrir un petit peu qui est Philippe Ramond. Oui. Donc vous êtes né le 15 septembre 1963, vous avez grandi à Firminy. Et là, quelque chose qui apparaîtra comme une de vos valeurs fondamentales, c'est la famille. Oui. Donc vous avez grandi avec un frère et 2 sœurs. Oui. Vous avez eu ensuite 2 enfants, un garçon et une fille, et vous êtes même l'heureux grand-père de 3 petits-enfants. Mmh. Qui était Philippe Ramond petit ? Un capricieux, un impatient. Ouais. Voilà, tout ce que je suis aujourd'hui. Ouais. On veut en savoir plus. Pourquoi capricieux ? Parce que je voulais toujours... ce que je voulais, je l'avais. Il me fallait. C'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est un peu le cas encore aujourd'hui. Ouais. Beaucoup d'impatience et la volonté d'avoir ce que j'ai envie d'avoir, effectivement. Ça fait partie de mon ADN. Ouais. Donc le caprice se transforme en volonté aujourd'hui ? Ça se transforme en volonté, en projet, en envie de faire. Voilà, ça se transforme comme ça, oui. Et qui était l'écolier, Philippe Ramond ? Pas un bon écolier. J'ai préféré le sport. Décidément. Non, j'étais un gentil. J'étais gentil, j'étais apprécié. Petit, voilà, j'étais l'enfant sage, mais pas bosseur, un peu, voilà. J'ai pris conscience en fait plus tard que, à partir peut-être après la 3e, que j'avais des capacités et envie de bosser en fait. J'ai trouvé ma voie, j'ai commencé à démarrer vraiment après la 3e. Ouais. Dès l'adolescence, alors, vous avez déjà cette valeur de volonté et de travail. Ouais. J'ai perdu ma maman très jeune, j'avais 11 ans. Donc très vite on apprend en fait
qu'il faut se prendre en charge, quoi. Hein, donc, et on peut plus avoir la même enfance en fait. Hein, on a forcément une obligation d'être beaucoup plus responsable et d'être moins materné en fait. Donc automatiquement, ça a généré des choses qui ont construit en fait une enfance différente. Mais très bien. En fait, j'ai eu la chance d'être accompagné de mon frère, mes sœurs, mon père, qui nous a énormément suivis et qui nous a tous fait réussir. D'ailleurs, donc c'est un honneur pour lui, hein, puisqu'on a tous réussi. On a tous pu faire de la musique, on a tous fait une bonne carrière. Donc c'est bien. Et du coup, voilà, c'est une enfance, on va dire, agréable, à part ce phénomène, voilà. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que votre indépendance dont vous parliez tout à l'heure vient de cette époque-là, de cette épreuve-là ? Ouais. Probablement, parce que effectivement, il faut apprendre à être différent, clairement. Donc, il faut que ça ressorte en force, en fait, et pas en faiblesse. Et cette indépendance, ça s'est vraiment transformé en force, en fait, je pense. C'est-à-dire que la nécessité d'être indépendant, donc du coup de compter que sur soi et d'essayer d'en sortir, quoi. Je parlais tout à l'heure effectivement de cette volonté de prendre sa vie en main. Je crois que c'est vraiment ça, oui, la force qui a pu en sortir, en fait. Après, j'ai fait Sciences Éco et très vite j'ai arrêté. Je suis allé dans le monde du travail assez rapidement. Donc à 22 ans, j'étais dans le monde du travail et j'ai repris mes études après. J'ai repris mes études à 35 ans pour faire un master en achat. Et c'est qui le Philippe Ramon alors du début de sa carrière professionnelle ? Chez qui vous travaillez d'abord ? J'ai commencé ma carrière chez Klextral. Ouais. Donc le Philippe Ramon, c'était un bosseur, clairement. Ouais, un bosseur, quelqu'un de sérieux qui voulait évoluer. Donc toutes les formations qui étaient proposées, je levais la main, j'avais envie de les faire. Toutes les opportunités qu'il y avait, j'ai envie de les saisir. Donc oui, c'était j'étais à l'affût de progrès en fait, ouais. La volonté de progresser. Ouais. C'est plus une curiosité à nourrir ou, ouais, ou la peur du vide ? Non, c'est pas la peur du vide, c'est la curiosité à nourrir. C'est-à-dire que j'ai envie de connaître plein de choses, plein de sujets différents, essayer des nouvelles passions, essayer des choses. Et non, c'est pas un objectif. Là, on parle pas de projet ni d'objectif. On parle de se faire plaisir tous les jours. En fait, on veut dire chaque jour, en fait, est-ce que ma journée était plaisante ? Et si on continue votre parcours, qui est le compagnon Philippe Ramon et qui sera le papa Philippe Ramon ? Alors, le compagnon Philippe Ramon, c'est quelqu'un qui, je pense, donne de la sécurité. Ouais, je fais très attention. Ouais, c'est une mission. J'aime que les gens qui autour de moi soient protégés. Donc, je suis très protecteur. J'ai protecteur de ma famille en fait, de mes enfants. Je veux veiller à ce qu'ils soient protégés, mais pas dans du coton. C'est-à-dire protégés, mais qu'ils soient responsables. Ouais. Dans le sens où c'est la protection dans un cadre limité. C'est-à-dire tant que t'es là, il n'y a pas de risque, tu peux y aller. Au contraire, tombe. Ça va apprendre à vivre. Mais là, n'y va pas parce que tu te mets en danger. Ouais. Protection dans un cadre limité, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi votre thème de management ? Je pense aussi, ouais. Je suis très sur la responsabilisation. Donc, mon management, c'est pas de responsabiliser les gens, les personnes qui sont autour de moi, c'est au contraire de les responsabiliser et bien de leur faire comprendre que parfois, ce qui arrive, c'est pas forcément toujours la faute des autres. Et ce qu'on construit au quotidien et ce qu'on a au quotidien, parfois, ou ce qu'on subit au quotidien, on est parfois le déclencheur. Donc, oui, j'ai un management de responsabilisation et je démontre qu'en fait, quand on est responsable de soi et de ce que l'on fait, et ben on peut obtenir en fait beaucoup de liberté. Et du coup, voilà, toutes ces personnes qui sont autour de moi et qui ont compris, ils ont en fait beaucoup de liberté de travail, liberté de faire les choses, de liberté de confiance, et ça c'est essentiel et ce qui donne la sérénité et à mon avis du bien-être et du bien-être au travail. Ouais. Est-ce que vous êtes la même personne au travail et à la maison ?
Oui. Ouais. Ouais, je suis la même personne. Ouais. Il y a pas de filtre à mon. Je suis peut-être un peu plus exigeant au travail. Je suis un peu plus exigeant parce que c'est nos missions qui sont importantes. Il y a de l'exigence dans le service. Donc oui, j'ai de l'exigence. Après, là où je suis différent, oui, peut-être que à la maison, je suis plus. Je me mets pas de contraintes, quoi. Vous avez évoqué plusieurs fois le fait que vous étiez un gros travailleur. Est-ce que c'est une forme d'exigence envers vous-même? Surexigence envers vous-même? Ouais, je me raccroche à ça, je pense. C'est une exigence et puis ça me soulage. Ça me permet d'être sûr que les choses sont faites, en fait. Oui, je pense que c'est une exigence, oui. Ouais. On parle d'exigence, on va passer ça me fait penser à un de vos passe-temps, forcément les arts martiaux. Enfin, c'est plus qu'un passe-temps, c'est une vraie passion. Quelles sont vos différentes passions aujourd'hui et en quoi ces passions vous nourrissent aujourd'hui en tant que dirigeant, en tant qu'homme? Ma première passion, donc, c'est les arts martiaux, puisque j'en fais depuis 35 ans. Aujourd'hui, je suis ceinture noire 2e dan, taijutsu, donc c'est affilié au karaté. Et j'ai enseigné pendant 15 ans les arts martiaux, j'ai un diplôme d'instructeur. Et ça m'a forgé en fait mon caractère, ça m'a forgé ma philosophie de vie. Ça également m'a donné beaucoup de parallèles entre le monde personnel, professionnel et sport. On retrouve beaucoup de parallèles dans les arts martiaux sur justement la façon de communiquer, la façon de se comporter, la façon de se positionner en adversaire, attaquant, force, faiblesse et d'équilibre, déséquilibre. Donc tous ces points-là m'ont construit en fait. J'adore la philosophie martiale et l'enseignement aussi des arts martiaux. C'était vraiment quelque chose de très passionnant et qui me manque aujourd'hui, clairement. Après, voilà, j'ai d'autres passions, VTT, les sports en nature. J'adore la nature. C'est mon moment de ressource, on va dire, la nature. C'est ma façon de faire du yoga. C'est ma façon de faire, d'être dans la nature, à courir, à faire du VTT, peu importe. Prendre une respiration. Ouais. Le bricolage aussi? Bricolage, oui. Bricolage, c'est la notion de partir de rien et créer quelque chose. Donc c'est sur le petit mode projet en fait. Ce qui m'anime, c'est de dire tiens, est-ce que j'y vais y arriver? Fais-le, on verra. Et ça apprend aussi d'accepter les imperfections parce que on n'est pas des pros et qu'on bricole, on fait les choses, on est content de ce qu'on a fait, mais c'est pas forcément parfait. Ouais. Et la bande dessinée aussi, qui prend une grande place. Exactement, dans votre vie. Beaucoup de bandes dessinées. Donc, et dans votre bibliothèque. Beaucoup de place dans la bibliothèque, oui, effectivement, beaucoup de BD. Je suis vraiment passionné de BD. Effectivement, j'en lis beaucoup. C'est quoi qui vous attire particulièrement dans Star, là les dessins, l'imaginaire, le partir. Quand je lis une BD, en fait, je suis dedans. Je suis dedans, je suis pas ailleurs. Je vis l'histoire. C'est passionnant. Et mon cerveau part, en fait. Je pars dans l'imaginaire et ça me transporte, en fait, vraiment. Vous avez évoqué tout à l'heure un moment difficile dans votre vie quand vous étiez jeune. Après, vous avez fait votre parcours professionnel avec plein d'étapes, des créations d'entreprises. Vous parlez de mode projet, donc forcément, ça veut dire aussi qu'il y a eu des épreuves douloureuses, oui ou non, mais en tout cas des épreuves. Est-ce que vous avez des personnages, des mentors, des personnes réelles ou imaginaires qui vous ont aidé à ces moments-là ou qui vous aident aujourd'hui ou qui vous inspirent? Je pense que dans ma façon dont j'ai été éduqué, j'ai sans doute des modèles. Mon père est un modèle, mon grand-père aussi. C'était des personnes qui communiquaient non pas par les mots mais par les gestes. Donc fallait être un lecteur des non-dits. Donc ça, effectivement, ça m'a aidé à mieux comprendre les personnes, clairement, parce que moi j'ai pas besoin de mots pour comprendre et j'exprime pas non plus mes sentiments forcément par des mots. Donc il faut lire entre les lignes. Après, je dirais
Les arts martiaux, clairement, m'ont apporté beaucoup de choses également. Les livres que j'ai pu lire également. Et puis après, des personnes qu'on rencontre au cours de sa carrière professionnelle qui sont des qui seront pas forcément des mentors, mais des flashs en disant ouais, cette personne-là, elle voit juste, c'est intéressant. Vous, Julien, vous en faites partie, clairement, des personnes qui expriment des façons de voir les choses, des envies, des motivations, des dépassements de soi. Donc toutes ces choses-là, c'est des petits flashs dans la vie, et c'est pour ça que je trouve c'est important d'avoir beaucoup de réseaux autour de soi. Pour que chaque fois qu'il y a ça crée une petite lumière qui emmène peut-être ailleurs, pas forcément sur la même discussion, mais qui éclaire sur d'autres peut-être. Voilà. Donc tous ces groupes qu'on a pu créer, Crowen également, tous ces groupes-là, je trouve que c'est des petits éclairages qui en fait ne répondent pas à ce qu'on attend sur le moment, mais répondent à une vision différente qu'on peut avoir sur d'autres choses. Merci beaucoup pour vos mots. Parmi tout ça, ça serait quoi vos valeurs fondamentales aujourd'hui ? Valeurs fondamentales, responsabilité, respect, honnêteté, dignité, je pense, et joie. Ouais. Et joie. Ouais. Si vous deviez vous définir aujourd'hui, qui serait Philippe Ramon ? Qui serait Philippe Ramon aujourd'hui ? C'est difficile, la question difficile. Qui suis-je ? Vous avez le droit à un joker. Ouais, je sais pas qui suis. Je suis. On ne voit pas toujours comment on est. En tous les cas, ce que j'aimerais être, c'est quelqu'un qui essaye de transmettre avec humilité les choses que j'ai pu acquérir sans dire que c'est la bonne voie. C'est-à-dire, j'aimerais être ça en fait, c'est-à-dire donner tout ce qui est le meilleur sans dire que c'est la bonne chose et sans être sûr que j'ai raison. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai de la responsabilité vis-à-vis des personnes, j'ai des responsabilités vis-à-vis de plein de choses. Je suis encore dans le mode projet. J'ai beaucoup d'amis qui parlent retraite, moi je parle projet. Je dis pas que la retraite n'est pas un projet, mais moi je suis encore dans le projet professionnel, je suis encore là comment créer d'autres choses, comment réfléchir sur les évolutions, comment faire les choses proprement, et comment je peux changer le monde de la façon de travailler, comment on peut travailler sur les horaires, comment on peut travailler sur la manière, et tout ça, je suis dans ces réflexions-là, et je pense qu'on est sur un virage sur ces choses-là, et là, je suis dans ce mode de réflexion, comment ce virage, il faut le prendre. Ouais. Et vous avez des solutions ? Non. Des débuts de solutions, non ? Oui, j'ai des pistes, mais j'ai pas de solution, non. Comment vous voyez le monde du travail évoluer ? Que ce soit le monde industriel, est-ce que vous avez une vision du futur par rapport à tout ça ? Je pense qu'on n'a jamais autant eu besoin d'agilité qu'aujourd'hui. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain. Et je suis en train de réfléchir qu'est-ce qui est attendu en fait, qu'est-ce qui est vraiment attendu. Et je pense que c'est pas quelque chose de généralisé. On peut pas en faire des choses. Je crois que on va être sur un mode de management un peu à la carte, en fonction des personnes, en fonction peut-être des attentes des personnes, peut-être des critères d'âge, des périodes de leur vie. On peut pas prendre une personne qui a 25 ans et lui dire qu'on fait pas le même programme de travail qu'une personne de 50. Et je crois que il va falloir qu'on réfléchisse à le management un peu à la carte des générations ou des besoins de vie. Et la réflexion, c'est vraiment là-dessus. Comment, dans une entreprise, on peut gérer, en fait, pas d'égalité, mais de l'équité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut correspondre à la personne au moment où il en a besoin et qui soit à peu près équitable par rapport à une autre. Enfin, qui soit complètement équitable par rapport à une autre, en fait. Personne qui a un besoin différent, mais sur lesquels on peut répondre également. Ouais. Les enjeux sont énormes et le challenge est vraiment colossal. Ouais. Est-ce que cette vision-là que vous nous dévoilez, est-ce que pour vous, philosophiquement, c'est finalement plutôt une aubaine, dans le sens individuel du terme, finalement, pour les personnes en général,
Ou est-ce que pour vous, c'est une dérive de quelque chose et plutôt la perte d'un certain sens du travail, ou comme on pourrait l'entendre un peu ces temps-ci? Non, je pense que c'est une aubaine. C'est une aubaine parce que l'égalité, en fait, pour moi, c'est au niveau des horaires, au niveau de tout ce qu'on peut créer dans une entreprise, en fait, ça répond pas forcément aux attentes, en fait, parce que peut-être une personne a besoin d'emmener ses enfants à l'école et ça leur arrange bien de travailler, de commencer à 9h, puis d'autres personnes préfèrent aller chercher leurs enfants, ça leur arrange bien de finir à 16h, et puis d'autres qui n'ont pas d'enfants, ils préfèrent peut-être des jours de congé pour partir, et puis peut-être d'autres choses, j'en sais rien, peut-être au contraire avoir un horaire complètement libre avec de choisir comment ils peuvent s'absenter. Donc le tout, c'est de trouver en fait qu'est-ce qui est équitable pour l'ensemble d'un groupe. Et après, le plus dur, c'est de faire accepter aux personnes qu'ils ont choisi une équité, donc ils n'ont pas exactement la même chose que l'autre, mais ce qu'ils ont correspond à leurs besoins. Mais c'est pas facile à monter. Voilà. Donc aussi difficile soit la tâche, vous voyez plutôt cette perspective, une stratégie plutôt positive? Moi, je pense que c'est positif. Après, la valeur travail, je sais pas dire si elle a changé, pas changé. Je pense que ça dépend des personnes. On peut pas généraliser. Je pense que chaque individu est différent et pense différemment. En tout cas, quelque chose que je retiendrai de vous aujourd'hui et qui m'aura frappé, c'est quand vous avez évoqué votre père et le fait qu'il ne communiquait pas avec des mots, c'est que vous étiez un lecteur de non-dits. Oui. Et je trouve que finalement, ça retrace assez bien votre parcours, ce côté lecteur des non-dits, que ce soit dans Arpège, entre les grosses entreprises et les petites entreprises sous-traitantes, vous deviez être encore interprète, et Coléa, où il a fallu que vous vous transformiez aussi pour vous adapter au langage. Donc toujours ces observations, dans les arts martiaux aussi, vous avez parlé de communication, donc communication des corps, communication de philosophie, et je trouve que lecteur de non-dits, je trouve que ça vous correspond tout à fait. Ouais, mais c'est ça, ouais. Alors ceux qui aiment les mots, ils seront malheureux avec moi. Philippe Ramon, merci beaucoup. Avant de passer à mon petit cadeau traditionnel, comme j'ai dit en introduction, donc c'est le dernier épisode de cette première saison de Cœur de Business 42. Et comme je l'ai dit lors de la précédente émission avec Jean-Marc Defour, mon précédent invité, voilà, je voulais, Philippe, aussi vous faire part de toute mon admiration, de tout le plaisir que j'ai eu et que j'aurai encore à échanger avec vous, et tout ce que vous avez pu m'apporter. Voilà, moi, en tant que jeune dirigeant, quand je suis arrivé dans Cléo, notamment en 2005 pour ma part, et voilà, vous faites partie de ces 3-4 personnes qui auront fondamentalement fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, je vous en remercie. Merci, c'est un honneur. Et c'est l'heure de passer à mon petit cadeau traditionnel. Bon, Julien, voilà, je vous donne ce petit cadeau. Magnifique. Donc un porte-clés de samouraï. De samouraï, voilà. Ouais. Pourquoi samouraï? Donc pourquoi samouraï? Alors pourquoi ce porte-clés déjà? Ce porte-clés, il faut savoir, Julien, que c'est moi qui l'ai fait faire. Ouais. Donc c'est un porte-clés spécial que j'ai créé et que j'ai fait créer. Waouh. Donc il y a 3 personnes qui l'ont seulement, et c'est une édition unique. Ce porte-clés-là, c'est effectivement un samouraï. Donc pourquoi les samouraïs? Parce que c'est notre emblème dans les arts martiaux, principalement. Et le samouraï, bon, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui a beaucoup de valeur également. Et donc voilà, j'ai décidé de faire ce porte-clés, et je crois que Julien, vous le méritez bien, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et ce porte-clés-là, je l'ai fait uniquement pour les personnes que j'apprécie. Waouh. Voilà. Je suis très touché. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup pour cette marque d'affection. Je crois qu'il y a beaucoup d'affection entre nous aussi. C'est ça. Et merci pour cet entretien. Merci pour ce partage. Et puis, Philippe, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci Julien. Au revoir. Au revoir. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42.
le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.